Donc, pour commencer, j'aimerais bien faire un petit rappel rapide de ce que nous avons vu la dernière fois. Donc, lors de la dernière séance, nous avons commencé à parler du contrat d'assurance. Le contrat que nous avons dit, la matérialisation de cette opération d'assurance, de cette relation qui lie un assureur avec un assuré. Nous avons dit que la définition du contrat d'assurance n'est pas facile. Il s'agit d'une entreprise très difficile. Le législateur français n'a pas pris l'aventure de définir au sein du Code des assurances le contrat d'assurance, alors que le législateur marocain a pris cette aventure et a donné une brève définition. Nous avons dit que cette position du législateur marocain paraît une position qui n'est pas bien fondée, étant donné que les relations commerciales peuvent évoluer, les risques peuvent évoluer et on peut se trouver devant de nouveaux risques. Les relations commerciales changent rapidement, donc voilà pourquoi il est difficile de donner une définition exacte, exhaustive, complète pour le contrat d'assurance. Voilà pourquoi nous avons présenté une panoplie de définitions doctrinales et aucune définition n'a rempli notre soif pour avoir une définition complète du contrat d'assurance. Donc, par la suite, nous avons présenté les particularités de ce contrat d'assurance. Nous avons dit que c'est un contrat qui est unique en son genre parce que c'est un contrat qui peut être qualifié à la fois de consensuel, de bonne foi, aléatoire, d'adhésion, ainsi de suite. Donc, après cette présentation des caractéristiques du contrat d'assurance, aujourd'hui, on va présenter les éléments de ce contrat d'assurance. Donc, quels sont les grands éléments ou bien les éléments principaux qui, qui se rapportent au contrat d'assurance? Donc, nous allons toujours revenir à la définition pour découvrir quels sont les éléments de ce contrat d'assurance. Le contrat d'assurance consiste à garantir un risque, moyennant le paiement d'une prime, qu'on appelle parfois cotisation lorsqu'il s'agit d'une assurance mutuelle. Paiement par l'assuré. En contrepartie, l'assureur s'engage à exécuter une prestation en cas de réalisation du risque. Donc, en se basant sur cette définition, brève, concise et précise, même s'il n'est pas exhaustive, on peut déceler les trois grands éléments qui se rapportent au contrat d'assurance ou bien qui forment l'ossature de ce contrat, à savoir le risque, la prime lorsqu'il s'agit d'une assurance présentée par une société d'assurance, une société anonyme, et cotisation lorsque on recourt au service d'une mutualité. Et troisième élément, la prestation de l'assureur. Bien sûr, cette prestation, comme nous l'avons présenté la dernière fois, n'est demandée que lorsque le risque se réalise. Donc, nous allons décortiquer chaque élément à part. Commençons par le risque. Donc, comment peut-on définir le risque? Le risque, d'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'un élément fondamental de l'existence de l'assurance. Sans risque, le contrat d'assurance n'a pas de vie, ne peut exister. C'est ce risque qui donne à l'opération sa véritable physionomie. Tout simplement parce que l'assuré ne recourt au service de l'assureur
que pour se couvrir contre un risque. Si il n'y a aucun risque, on n'aura plus besoin des services de l'assureur. Donc, voilà pourquoi nous l'avons qualifié d'élément fondamental de l'existence de l'assurance. Sans risque, il n'y a pas d'assurance, on n'a pas besoin d'assurance. Donc, étymologiquement parlant, le risque vient du mot resécum, qui veut dire tout simplement ce qui coupe. Il est issu de l'expression latin resecar, qui veut dire couper, et qui évoque en quelque sorte une rupture dans un équilibre par rapport à une situation attendue. Donc, c'est une rupture dans un équilibre. Normalement, le risque ne doit pas se réaliser. Ni moi, ni l'assureur n'a besoin de la réalisation de risque. Mais, on doit se préparer. Si jamais le risque se réalise, on doit avoir tous les moyens pour rétablir la situation et pour pouvoir continuer à travailler tranquillement. Donc, il s'agit d'une notion, selon Pécard et Besson, d'une notion originale propre au droit et à la science de l'assurance, qui est très différente de la notion de risque utilisée en droit civil et dans le langage courant. Oui, il y a une grande différence entre la notion de risque en droit des assurances et la notion de risque dans le langage courant. Certes, lorsqu'on parle de risque dans le langage courant, cela veut dire c'est la probabilité de réalisation d'un événement inattendu. Fréquence de réalisation d'un risque d'un événement, que l'on n'attend pas. Oui, mais ce risque peut être prévisible. On peut prévoir la réalisation de ce risque. Le risque a une signification et généralement utilisé en économie avec la notion gestion de risque, pour établir soi-disant une feuille de route pour pouvoir échapper à des événements qui peuvent perturber la bonne marche de l'entreprise. Donc, on gère le risque. Alors que dans le contrat d'assurance, on attend la réalisation de ce risque pour pouvoir recevoir une indemnité. Comme je viens de dire, certes, ni moi, ni l'assureur ne veulent que ce risque se réalise. La situation normale, c'est que le risque ne se réalise pas. Mais on doit être préparé pour avoir une démarche de compensation, d'indemnisation, si jamais ce risque se réalise. Donc voilà pourquoi je dis ici, le risque c'est un terme qui est né dans le domaine des assurances, mais qui n'est pas limité à ce champ. Il peut être utilisé dans plusieurs autres champs, notamment dans les entreprises, dans la gestion des entreprises. Donc pour les gestionnaires des entreprises, ils utilisent risk managers pour désigner le travail d'identification et de quantification des risques que peut encourir l'entreprise hors assurance. Tout ce qui est assuré, les gestionnaires ont l'esprit tranquille. Si jamais le risque se réalise, il est assuré.
on va recevoir une indemnisation. Alors, ce qui leur préoccupe le plus, ce sont les risques non assurables, qu'on ne peut pas assurer. Des risques économiques, des risques de perte, de ne pas trouver des clients potentiels, ainsi de suite. Donc, comment réagir face à ce genre de situation? Cette définition ne nous intéresse pas en droit des assurances. Donc, la définition qui nous intéresse pour le risque, c'est cette définition que nous avons donnée au début et qui désigne tout événement incertain et qui ne dépend ni de la volonté de l'assureur, ni de la volonté de l'assuré. Donc, le risque a été défini par les auteurs qui se sont intéressés au droit des assurances de différentes manières. Le constat que nous avons présenté pour la définition du contrat d'assurance, à savoir la non-homogénéité et la non-unanimité des définitions concernant le contrat, on le rencontre aussi à travers la définition du risque. Donc, pour Bignet, le risque est avant tout l'événement aléatoire qui, s'il survient, sera générateur du dommage, lequel suscitera la garantie de l'assureur. Donc, c'est un événement aléatoire. Rappelez-vous que le contrat d'assurance est un contrat qui repose sur l'aléa. Nous avons dit que c'est l'objet même du contrat. Sans aléa, il ne peut y avoir d'assurance. Qui, s'il survient, donc s'il survient, suppose que l'événement peut se réaliser comme il peut ne pas se réaliser. Donc s'il survient, la fréquence de réalisation, certes, on peut la calculer à travers des calculs statistiques très poussés, mais on n'est pas sûr qu'il se réalise. Donc, de toute façon, on doit se préparer. S'il se réalise, il sera générateur du dommage. Il va produire un dommage. Donc, cela veut dire quoi? Cela doit vous pousser à comprendre que le risque peut se réaliser, mais si il n'y a aucun dommage, on ne peut demander d'indemnisation parce que l'indemnisation ne sera fondée que s'il y a vraiment un dommage, que si vous avez subi une perte. Sans perte, vous ne pouvez pas demander la garantie de l'assureur. Il doit y avoir un dommage. Donc, pour Maillot, il définit les risques comme l'événement aléatoire contre lequel l'assuré souhaite se prémunir. Donc, définition brève, précise. Donc, c'est un événement aléatoire contre lequel l'assuré souhaite se prémunir, ça veut dire se protéger. Pour Pécaré-Besson, de grands auteurs en droit des assurances, c'est un événement incertain et qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties. Ça veut dire que les parties ne doivent pas participer à la réalisation de ce risque, ou bien être la source principale de la réalisation du risque, spécialement de celle de l'assuré. Ça veut dire que l'assuré ne doit pas être le producteur et le créateur de l'événement qui va générer le dommage à travers lequel on va demander la garantie de l'assureur. Donc, le constat est le suivant. Toutes les définitions, et on peut ajouter d'autres, toutes ces définitions que nous avons présentées, réduisent le risque à un événement susceptible d'entraîner un dommage. Or, on doit savoir que le risque est une situation. Il s'agit d'un état de fait, généralement durable, voire même intermittent, à laquelle s'expose l'assuré, qui peut être distinct du souscripteur ou bien du bénéficiaire des prestations. Donc, lorsqu'on s'assure,
on s'assure pas contre un événement, un moment donné, mais on s'assure pendant toute une période. Donc c'est une situation dans laquelle on doit avoir l'esprit tranquille si jamais l'événement se réalise à n'importe quel moment, durant la période durant laquelle nous sommes assurés, on sera indemnisé. Donc on sort avec la définition suivante, c'est un événement incertain dans sa date ou dans sa réalisation. Donc je répète, la conclusion c'est que le risque c'est un événement incertain dans sa date ou bien dans sa réalisation. Lorsqu'on parle de la date, on ne connaît pas à quel moment exact l'événement va se produire. Et lorsqu'on parle de sa réalisation, ça veut dire on ne sait pas est-ce qu'il va se réaliser ou non. L'essentiel, c'est qu'on doit se préparer, on doit se prémunir. Donc, on peut donner l'exemple suivant. Situation d'une machine au sein d'une usine. Celle-ci peut être à tout moment la cause d'un accident mortel, n'est-ce pas? Donc, une machine qui utilise par exemple un travailleur menuisier au sein d'une grande usine. Donc, il peut à n'importe quel moment se faire couper les doigts. Donc, cet accident, s'il se produit, constituera l'événement. Donc, voilà une situation pour laquelle on doit se préparer, se prémunir pour si jamais il va se produire, on aura les outils à utiliser pour pouvoir indemniser la personne qui en est victime. Donc, selon Nicolas, le risque ne consiste ni dans l'événement incertain, ni dans la survenance de cet événement, mais dans les conséquences de survenance de cet événement incertain. Donc, ce n'est pas l'événement en lui-même qui est assurable, mais c'est le dommage que va causer cet événement. Donc, entre autres, ce sont les effets de la survenance de l'événement incertain visé au contrat qui fondamentalement composent le risque. Pour illustrer avec un exemple, on peut prendre la situation où une personne conduit une voiture, donc normalement il est assuré, il peut faire un accident. Si cet accident ne produit pas des dommages, donc il peut y avoir un choc, mais un petit choc étant entre les deux pare-chocs de deux voitures. Donc parfois, il n'y a aucun dommage évaluable. Donc dans ce cas, même si l'événement s'est produit, on ne peut parler de dédommagement étant donné que le dommage qu'a produit l'événement incertain ne permet pas de demander une indemnisation. Est-ce clair? Donc voilà pourquoi on associe la réalisation de cet événement incertain à un dommage. Donc conclusion de cette définition du risque. On va dire que c'est un événement futur. Donc futur, ça veut dire qu'il ne s'est pas réalisé maintenant, qu'il ne s'est pas réalisé auparavant. On ne peut pas assurer un risque déjà réalisé. Incertain et ne dépendant pas exclusivement de la volonté de l'assuré ou d'un événement certain. Si je sais très bien que l'événement va se produire, on peut dire ici qu'il y a une mauvaise foi de la part de l'assuré. L'aléa, qui est l'élément clé dans ce contrat d'assurance, disparaît. Il n'y aurait pas d'aléa. On est sûr de la réalisation de l'événement. Donc il n'y a pas d'aléa. Je continue. Et dont la date de survenance est inconnue. D'accord? Je répète. C'est un événement futur incertain et ne dépendant pas exclusivement de la volonté de l'assuré ou d'un événement certain et dont la date de survenance est inconnue. Donc, à partir de cette définition, on peut tirer 3 règles principales, à savoir,
D'abord, l'événement dommageable contre l'arrivée duquel on cherche à s'assurer doit être futur. Comme je viens de dire, si il est déjà réalisé, on ne peut parler de risque, parce que nous avons défini le risque comme événement incertain, futur. Deuxième règle, il doit y avoir une incertitude. Si on est certain de la réalisation et on est sûr de la survenance de l'événement, l'assurance ne peut avoir lieu. Donc, parfois, comme vous l'avez, je me rappelle la dernière fois, vous m'avez posé la question sur l'assurance vie. Et vous m'avez dit que, monsieur, tout le monde sait qu'il va mourir. Ou bien ce risque, il est connu, il est certain. Personne ne peut vivre jusqu'à l'infini. Donc, le risque ici, donc l'incertitude, se trouve où? Dans la date de réalisation. Même si on est sûr qu'on va mourir, comme je vous ai expliqué, on ne sait pas à quel moment on va mourir. Al-a'maru biyadillah, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi l'assureur accepte d'assurer sur la base de cette aléa qui est la non-connaissance de la date exacte où on va mourir. Parce qu'on peut s'engager avec un assureur pour un contrat d'assurance décès, mais on peut vivre jusqu'à 100 ans, 120 ans. Il y a des personnes qui vivent jusqu'à 120 ans. Il y a des personnes qui meurent à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, on ne connaît pas à quel moment exact on va mourir. C'est là où réside la lien. Donc, troisième règle principale qui se dégage de la définition que nous avons donnée, l'arrivée de l'événement ne doit pas dépendre exclusivement de l'assuré. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir une volonté, une participation de l'assuré dans la réalisation de ce risque. Je ne peux pas produire le risque et créer l'événement pour recevoir une indemnité. Je ne peux pas aller droit vers un, un bloc pour percuter ma voiture afin de recevoir une indemnité. Donc, cela n'est pas légitime et ne peut qu'amener à la nullité de ce contrat qui est le contrat d'assurance. D'accord? Donc voilà, c'est sur ces trois éléments que nous allons revenir pour détailler encore plus. Donc, commençons par l'incertitude. Donc, l'incertitude est une caractéristique du risque. Il s'agit de toute situation de risque. Exemple, accident, décès, dans le cadre de l'assurance décès, un vol, un incendie, etc. Cette situation de risque doit être incertaine. Lorsque je dis incertain, ça veut dire qu'il doit reposer sur l'aléa. Que ce soit pour l'assureur ou bien pour l'assuré. Cela veut dire aussi qu'il doit porter soit sur la réalisation de l'événement, généralement le sinistre, soit sur la date incertaine de sa réalisation, comme je viens de donner l'exemple de l'assurance décès. Même si on est sûr que tout le monde va mourir, donc la réalisation est certaine, on ne connaît pas à quel moment on va mourir. Donc, conclusion, il n'y aura aucune incertitude si l'événement n'est pas susceptible de se réaliser parce qu'il ne peut survenir selon les lois naturelles. Qu'est-ce que j'essaie de dire à travers cette conclusion? Ça veut dire, si aussi nous sommes sûrs que l'événement ne peut jamais se produire, on ne peut parler de risque.
le fait de demander à l'assureur d'assurer un risque qui ne peut jamais se réaliser. Donc le risque reste non assurable. Cet événement, puisque il ne peut se réaliser, reste non assurable. Donc, que ça soit pour l'assureur ou bien pour l'assuré, l'événement qui va donner naissance à ce dédommagement, qu'on appelle le risque, doit avoir une fréquence de réalisation, doit être incertain. Ça veut dire que on n'est pas sûr de sa réalisation, mais il ne doit pas disparaître complètement. Ça veut dire que le risque existe. Il y a une incertitude. Certes, ça veut dire qu'il peut se réaliser. Il y a une probabilité de réalisation. Le risque qui ne peut jamais se réaliser n'est pas assurable parce que l'aléa, dans ce cas, disparaît. Donc, il faut noter à cet égard que les assureurs acceptent depuis longtemps de couvrir le risque de vétusté et de perte corrélative de valeur des biens, normalement certains sous forme d'une assurance à neuf. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Tout simplement, c'est que les assureurs peuvent ou bien acceptent d'assurer le risque de vétusté. Ça veut dire quoi le risque de vétusté? Ça veut dire de vieillesse. Un bien acheté en 2010 n'a pas la même valeur en 2014, en 2020. Donc, il perd sa valeur corrélativement à son utilisation. Mais les assureurs acceptent quand même que si jamais ce bien a été endommagé suite à un accident ou bien un événement assurable, vous allez recevoir un dédommagement avec sa valeur comme s'il était neuf, tout nouveau. Donc, il en résulte que le caractère aléatoire du risque résulte en principe de l'incertitude de l'événement et plus rarement de l'incertitude du dommage garanti. Donc, par conséquent, il n'y aurait plus d'aléas si l'événement dépendait exclusivement de la volonté des parties. Ça veut dire que si l'événement dont on parle, qui est le risque, est le fait intentionnel, c'est moi intentionnellement, volontairement, qui a produit ce risque, ça veut dire que j'ai contribué à la disparition de l'aléa dans le contrat, qui est l'objet même du contrat, donc vous n'allez pas recevoir une indemnisation. Deuxième caractéristique du risque, la réalité et la licité. Ça veut dire que le risque doit être réel et doit être licite. Donc, étant projeté dans l'avenir, le risque doit être réel et licite. On ne peut assurer que des risques futurs, comme je viens de dire. Ça veut dire des risques non encore réalisés. Un contrat ne peut indemniser que des dommages survenus après la date d'entrée de la garantie. Donc, si l'événement est passé, s'il est déjà réalisé, au moment de la conclusion du contrat, l'assurance est nulle, même si les parties ignoraient cette réalisation. Ça veut dire que si l'événement s'est réalisé hier, on ne peut pas demander une assurance ou bien qu'il soit assuré aujourd'hui. Parce que lorsqu'on assure, c'est pour l'avenir et non pas pour le passé. Voilà pourquoi, lorsque vous procédez ou bien lorsque vous avez
si jamais vous avez une assurance, lorsque vous vous dirigez vers les assureurs, ils vous disent que votre assurance, ne prendra effet qu'à partir de minuit, ou bien qu'à partir de midi, pour que vous ne puissiez pas, parce qu'on ne précise pas l'heure exacte sur la police d'assurance. Ils vous disent que vous êtes assuré pour le futur et non pas pour le passé. Si vous avez déjà percuté quelqu'un avec votre voiture, vous ne pouvez pas demander une couverture de l'assurance étant donné que l'événement s'est produit avant la conclusion du contrat. Donc l'assurance est nulle, même si les parties ignoraient cette réalisation. Lorsque je dis, le risque doit être réel, ça veut dire que la réalisation doit être possible. Parfois, le risque n'existe pas, ou bien sa réalisation est impossible. Donc, ici, le contrat d'assurance devient nul faute d'objet. Je ne sais pas, je peux vous donner un exemple d'un risque qui n'existe pas. Demandez une assurance contre décès pour un proche qui est déjà décédé, ou bien pour quelqu'un qui n'est pas encore né. Donc, ici, le risque n'existe pas. Il y a une impossibilité de réalisation. Voilà pourquoi on dit que le contrat devient nul. Aussi, le risque doit être, nous avons dit, licite. Licite, ça veut dire que on ne peut pas s'assurer pour un événement qui est contraire à l'ordre public ou bien aux bonnes mœurs. Je ne peux pas assurer, par exemple, l'envoi d'une marchandise de cannabis vers l'étranger, parce que c'est contraire à l'ordre public. Je ne peux pas demander l'assurance pour exercer une activité qui est contre les bonnes mœurs et contre l'ordre public. Je peux donner l'exemple de la vente des organes humains. D'accord? L'exercice comment dirais-je? Donc, il y a plusieurs activités qui sont contraires à l'ordre public, donc pour lesquelles on ne peut demander une assurance. Voilà pourquoi on dit que le risque doit être licite. On ne peut assurer que des risques susceptibles de former aussi une mutualité. Cela veut dire quoi? Que un risque qui peut se poser à une seule personne ne peut être assuré. Parce que nous avons expliqué la dernière fois que comment l'assureur peut indemniser, c'est grâce aux primes versées par les autres. Même si on ne forme pas une mutualité, on s'assure auprès d'une assurance société anonyme. Donc, ce sont les primes versées par les autres assurés qui servent de moyens financiers, pour indemniser un assuré parmi tous ces assurés qui a subi les dommages suite à la réalisation d'un risque déterminé. Donc, un risque unique, par ses caractéristiques ou bien existant en très petit nombre, ne se prête pas à l'analyse statistique et sa tarification relève plus d'un pari que de l'assurance. Ça veut dire, je peux pas venir chez l'assureur et lui demander de m'assurer contre le risque d'un voyage vers Jupiter, par exemple. Je vais prendre un risque
pour lequel il n'y a pas assez d'assurés pour compenser les pertes que va subir l'assureur en cas de réalisation du risque. Donc c'est un risque unique en son genre, l'assureur ne peut pas l'accepter. Voilà pourquoi qu'on dit que parmi aussi les caractéristiques du risque, c'est la mutualité. On ne peut s'assurer que pour des risques susceptibles de former une mutualité. Maintenant, les autres caractéristiques du risque, on distingue entre les risques putatifs et les risques composites. Qu'est-ce qu'un risque putatif? Le risque putatif, c'est un risque qui, au moment de la conclusion du contrat, était ignoré des parties. Ça veut dire que les parties ignorent que le risque s'est déjà réalisé. Le risque s'est déjà réalisé. Mais les parties, de bonne foi, ils ont contracté comme si le risque ne s'est pas encore réalisé. Donc, ce genre de risque est toléré, risque assurable, il est toléré par l'utilisateur. Donc, les assureurs acceptent s'ils découvrent que l'assuré était de bonne foi. Ni l'assureur ni l'assuré ne connaissent la réalisation du risque, n'étaient avisés que le risque était déjà réalisé. Donc, ils ignoraient au moment de la conclusion du contrat que le risque s'est produit auparavant. Donc, ils ont contracté de bonne foi. Donc, le contrat d'assurance ici reste valable. Mais le mot-clé ici, je dis bien, leur ignorance était de bonne foi. Ils ont contracté de bonne foi. Ils n'ont pas eu connaissance de la réalisation de ce risque. Alors qu'un risque composite, c'est un risque qui, ou bien dont la réalisation dépend partiellement d'un autre événement. Ou bien lorsque plusieurs événements ou faits doivent être réunis pour qu'ils se réalisent. Donc, il dépend d'autres événements. Et je donne ici l'exemple, deux exemples. L'invalidité ou bien l'incapacité de travail consécutive à un accident ou bien une maladie. Donc, quel est le risque encouru? C'est l'accident, c'est la maladie. Mais cette maladie, en elle-même, ne peut être indemnisée que s'il a causé une incapacité de travail, une invalidité chez la personne. Tout le monde peut tomber malade, n'est-ce pas? Cela veut dire quoi, en d'autres termes? Que la maladie qui ne produit pas une invalidité ne peut être source d'indemnisation. On ne peut demander l'indemnisation que si cette maladie a produit chez le patient une incapacité de travail ou bien une invalidité qui correspond à un pourcentage déterminé. Donc, l'assurance sera calculée sur ce pourcentage d'invalidité qu'a subi le patient suite à cette maladie ou bien suite à cet accident de travail. Deuxième exemple, l'assurance responsabilité ou bien la réalisation du risque suppose une succession de deux événements également incertains. Le fait générateur de l'événement et la réclamation de la victime. Exemple. Dans l'assurance automobile, je conduisais ma voiture, je me suis déjà assuré, j'ai une responsabilité civile, donc à un moment donné, j'ai percuté une autre personne. Il y a eu un dommage, certes, mais pour pouvoir endommager, il faut que la victime demande. S'il dit, c'est bon, d'accord, je ne demande rien, donc la prestation de l'assureur ici ne sera pas
établi. Donc, on va rien, l'assureur sera dégagé de toute responsabilité d'indemnisation étant donné qu'il n'y a pas une réclamation de la part de la victime. C'est bon? Donc ici, on dit que c'est un risque composite. Pour demander, pour que ce risque se réalise, il faut la succession de deux événements. L'accident qui est le fait générateur et ensuite la demande de la victime, cette demande d'indemnisation. Monsieur, s'il vous plaît, Oui, monsieur Abdelhadi? j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Est-ce que toujours le risque doit être un événement ou bien un événement, c'est-à-dire pessimiste, un accident? Un accident. Non, j'ai dit que le risque n'est pas toujours un accident. Lorsqu'on s'assure, par exemple, dans l'assurance vie, est-ce toujours un accident? Non, on peut mourir sans qu'il y ait un accident. Oui. Monsieur, D'accord? par exemple, l'assurance de retraite. La retraite n'est pas un accident. Pas un accident, la retraite. Oui, exactement. Oui. Donc, l'assurance capitalisation, dans toutes les assurances capitalisation, ça veut dire les assurances que proposent les assureurs pour capitaliser des sommes d'argent à travers des versements mensuels ou bien périodiques. Donc, toutes les assurances capitalisation, non, toutes les assurances capitalisation, le risque n'est pas un accident. Et à n'importe quel moment, on peut demander de la récupération des sommes que nous avons capitalisées au sein de au sein de cette caisse sur laquelle nous avons procédé au versement des mensualités. Donc, le risque n'est pas toujours un accident. Voilà pourquoi nous l'avons qualifié d'événement. C'est un événement incertain. Donc, lorsque je commence à verser, le assureur ne sait pas à quel moment je peux demander mes sommes d'argent dans l'assurance retraite. Et dans l'assurance vie aussi. Il ne sait pas à quel moment cet événement va se produire. Mais il doit être préparé. Merci. D'accord? Merci. Je vous en prie. Donc, dans tous les cas, je vous ai dit que la bonne foi joue un rôle capital dans ces conditions. Voilà pourquoi nous avons caractérisé le contrat d'assurance dès le début comme un contrat de bonne foi. Monsieur, Oui, tu peux parler? tout à l'heure, lorsque vous évoquez les caractéristiques du risque, vous avez dit que le risque ne peut être possible que dans la mutualité. Qu'en est-il des assurances de capitalisation, sachant que ce sont des assurances qui sont nominatives? Donc, même s'il s'agit d'assurance nominative, comme vous avez dit, donc, lorsque l'assureur propose ce produit d'assurance retraite ou bien d'assurance vie, il y a plusieurs personnes qui commencent à déposer leur argent sur les caisses de l'assureur. L'assureur sait que tout le monde ne va pas venir en même temps de demander son argent. C'est très bien que dans l'assurance vie, tout le monde ne va pas mourir en même temps. Si tout le monde meurt en même temps, dans ce cas, sûr et certain, l'assureur trouvera faillite, étant donné que la fréquence de réalisation de risque sera énorme. Voilà pourquoi on constate que généralement les assureurs essayent de recourir à cette fameuse institution de force majeure chaque fois que plusieurs personnes ont trouvé la mort suite à un événement de guerre, par exemple, une catastrophe naturelle, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on parle de mutualité, c'est parce que plusieurs personnes, justement, ont déposé leur argent pour ce même produit qui est l'assurance vie. Donc, lorsqu'une seule personne demande, d'autres personnes versent. Donc, il a toujours les moyens pour financer et pour indemniser la personne qui a demandé son argent. Voilà pourquoi on parle de mutualité, même si ces assurances sont nominatives.
D'accord, Donc, merci. je vous en prie. Toujours avec les caractéristiques du risque, c'est un risque, on le qualifie aussi de risque potestatif par opposition au risque d'entreprise. Donc, un risque potestatif, c'est un risque qui dépend en partie de la volonté de l'assuré, où il y a une volonté de la part de l'assuré de causer, de produire cet événement qui est le risque, suite à parfois une faute intentionnelle ou bien suite à une faute non intentionnelle. Donc, chaque fois que l'assuré a contribué à la réalisation de ce risque, on parle de risque potestatif. Lorsqu'on constate que l'assuré a commis une faute intentionnelle grave qui a produit le dommage ou bien le risque, généralement, l'assureur est dégagé de toute responsabilité d'indemnisation, étant donné que c'est de la faute de l'assuré que le risque s'est réalisé. Lorsqu'il y a une faute non intentionnelle, normalement, en principe, l'assureur reste responsable pour indemniser la personne. Maintenant, lorsqu'on parle de risques d'entreprise, les risques d'entreprise, ce sont les risques commerciaux ou bien spéculatifs. Ces risques sont fréquents dans l'activité de l'entreprise. Exemple, risque stratégique, financier, non-conformité d'un certain nombre de documents qui peut amener à la perte de sommes d'argent importantes. Est-ce que ce genre de risques sont assurables? Donc, juridiquement, oui. Il n'y a, aux yeux de législateurs, au vu des articles que présente le Code des assurances, aucun obstacle à assurer ce genre de risque, étant donné que ce sont des risques dont, ou bien qui sont synonymes d'événements incertains. Donc, juridiquement parlant, ils sont assurables. Mais les assureurs restent réticents, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas généralement l'assurance de ce genre de risque, étant donné qu'ils dépendent de l'activité de l'entreprise et ce sont généralement les gestionnaires de ces entreprises qui peuvent contribuer à la réalisation de ce risque par leur mauvaise gestion, soit intentionnelle, soit non intentionnelle. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, les assureurs refusent de présenter une assurance pour ce genre de risque d'entreprise. Donc, maintenant, les parties peuvent, dans un contrat d'assurance, exclure conventionnellement un certain nombre de risques. Parfois, c'est la loi même qui exclut un certain nombre de risques du champ de la garantie. Donc, nous allons commencer par les exclusions légales. Donc, en se référant à l'article 17, alinéa 2, le législateur présente ou bien précise que l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou bien dolosive de l'assuré. Donc, le législateur était clair ici que chaque fois que l'assuré a contribué intentionnellement suite à sa faute à la réalisation de risque, il ne sera pas indemnisé. Même si nous avons déjà conclu un contrat que l'assureur, suivant lequel l'assureur prend en charge ce risque. Donc, nonobstant toute convention contraire. Ça veut dire c'est un principe établi d'ordre public auquel on ne peut déroger par une convention.
Donc, l'assureur ne répond pas pour toute faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Exemple, lorsque c'est moi qui a amené ma voiture pour causer un dommage grave, je ne serai pas indemnisé, même si j'ai une assurance contre les dégâts matériels. Lorsque c'est moi qui a produit des informations fausses à l'assuré, à l'assureur, pour me présenter une assurance vie, alors que je sais très bien que j'ai atteint une maladie grave qui va produire du jour au lendemain mon décès. Donc, c'est un dol ici. Je n'ai pas agi de bonne foi. Donc, l'assureur sera dégagé de toute responsabilité ici. Nonobstant toute convention contraire. Donc, voilà pourquoi on dit qu'il est illicite, voire immoral de couvrir le fait personnel de l'assuré, qui pourrait être tenté de commettre des fautes qui réaliseraient le risque et par conséquent nuire à l'assureur et à la mutualité des assurés. Voilà une autre raison. Donc, je ne vais pas nuire tout simplement à l'assureur, mais je vais nuire à l'ensemble des autres assurés qui étaient, eux, de bonne foi et qui n'ont pas produit l'événement qui va, à travers lequel on va demander le dédommagement. Donc, lorsqu'on présente les bonnes informations, les informations véridiques à l'assureur, et si on ne touche pas à cette mutualité des assurés. Aussi, la faute intentionnelle de l'assuré égale un dol. Ce dol supprime l'incertitude inhérente à l'opération d'assurance, donc l'aléa disparaît et logiquement, la garantie doit disparaître si la personne, ça veut dire l'assuré, a agi avec immoralité, a agi en contradiction avec ce qu'imposent les principes de l'ordre public. Donc, prenons l'exemple suivant. Faute intentionnelle ou bien dolosive dans les assurances vie. Le suicide. Le suicide, lorsqu'il est volontaire, il écarte toute garantie. Lorsque je me dirige vers un assureur pour contracter une assurance vie, et pas au profit de qui? Au profit de ma femme et mes enfants. Parfois, il y a des personnes qui disent, voilà, elle a perdu son travail, elle a été amenée peut-être à faire faillite suite à la création d'une entreprise. Donc, toutes les portes se sont fermées devant lui. Donc, il a longtemps réfléchi et cette idée lui vient à l'esprit de partir chez un assureur pour contracter une assurance vie pour laquelle, si jamais il va mourir, il va recevoir des sommes d'argent colossales. Donc, voilà, il va dire que je vais assurer les années à venir pour ma famille, donc je vais contracter une assurance et par la suite, je vais me suicider. Ici, c'est un suicide volontaire pour lequel la jurisprudence a toujours sanctionné de non-garantie pour l'assuré. Lorsque je dis le suicide volontaire, c'est par opposition au suicide involontaire. Parce que il y a des personnes qui sont des malades mentales, qui ont des perturbations d'esprit qui peuvent les amener à se suicider. Donc, ce genre de situation ou bien ce genre de personnes reste assuré et l'assureur est tenu de leur produire la garantie produite dans le stipulée dans le contrat si il trouve la mort suite à un suicide.
Par contre, lorsqu'il s'agit d'un meurtre, le meurtre exclut toute garantie, non seulement lorsqu'il émane directement de l'assuré, mais aussi lorsqu'il est perpétré par celui qui a intérêt à la réalisation de ce sinistre. Ça veut dire, on prend le même exemple, assurance vie. J'ai contracté, par exemple, une personne a contracté une assurance vie. L'un de ses enfants en est le bénéficiaire. Lorsqu'il a su que si jamais son père va mourir, il va recevoir 600 millions, bien 60 millions de dirhams. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer son père. Pour recevoir cette indemnité, il va dire, je vais tuer mon père, ou bien je vais charger quelqu'un pour le tuer, et peut-être je vais même aller en prison et recevoir l'indemnité par la suite. Donc, toute personne qui a contribué ou bien qui a participé au meurtre d'une personne, qui l'a poussé à se suicider par exemple, ne va recevoir aucune indemnité. Donc, le meurtre exclut toute garantie. Parce qu'il y a ici un fait intentionnel, une faute grave de l'assuré pour recevoir l'indemnité. Donc, dans ces cas, il appartient à l'assureur de prouver la faute intentionnelle au pénal par la condamnation du responsable, sinon au civil par tous les moyens. Maintenant, le législateur précise dans l'article 82 que le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré. Donc, que vous soyez l'auteur principal ou bien le complice, le contrat d'assurance cesse d'avoir d'effet à votre égard. Ça veut dire que vous n'allez pas bénéficier de la garantie. Même article ajoute, si les primes ont été payées pendant 3 ans, au moins, le montant de la provision mathématique correspondant à la part du bénéficiaire condamné doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses héritiers ou ayant cause. Donc, vous n'allez pas recevoir le montant de l'indemnité promise qui a été promis par l'assureur, mais l'assureur n'a pas la possibilité de garder l'argent pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Donc, bonjour tout le monde. Je m'excuse, je me suis déconnecté. Donc, je reviens. Je crois que je me suis arrêté ici. N'est-ce pas, Hamza? Mariam? Parfait. Donc, j'ai dit que le législateur précise aussi dans l'article 92 que le contrat cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré. Et je vous rappelle ici, il s'agit d'un article qui précise les règles à respecter dans le cas du contrat d'assurance vie. C'est un article qui figure dans la classe réservée, aux assurances de personnes. Cependant, il faut savoir que le législateur a précisé aussi que l'assureur ne peut pas garder pour lui les sommes d'argent qu'a déjà versé l'assuré. Sinon, ça sera considéré comme un enrichissement sans cause. Si le contrat d'assurance cesse d'avoir effet et que la garantie qui était promise par l'assureur ne va avoir lieu, l'assureur ne peut pas bénéficier de cette situation. Voilà pourquoi le législateur a trouvé une solution. Dans le deuxième alinéa, il précise que si les primes ont été payées pendant 3 ans, au moins,
le montant de la provision mathématique. Ça veut dire le montant de cette provision qui a été constituée par l'ensemble de ces versements qui dépassent 3 ans. Doivent être versés à qui? Au contractant ou à ses héritiers ou ayant cause, à moins qu'il ne soit condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré. Maintenant, le cas de la tentative. En cas de simple tentative de meurtre, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance. Au profit de qui? Au profit du bénéficiaire auteur de la tentative, même si celui-ci avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit. Ça veut dire que, au début, j'ai contracté une assurance et j'ai désigné comme bénéficiaire mon enfant, ma cousine, ma mère, mon père, etc. Si jamais nous avons constaté donc qu'ils ont contribué à ce meurtre, le meurtre n'a pas eu lieu, mais il y avait une tentative. Ils ont été poursuivis pour tentative. Donc, j'ai le droit soit de les laisser bénéficiaires, mais j'ai le droit de révoquer cette attribution. Ça veut dire de dire à l'assureur, non, je vais changer de bénéficiaire. Donc, cette révocation est obligatoire si l'assuré en fait la demande par écrit. Deuxième exemple concerne les assurances dommages. Donc ici aussi, si jamais on a constaté une faute intentionnelle ou bien dolosive de l'assuré, la garantie sera écartée. Il ne s'agit ici que d'une application du principe que nous avons évoqué dans l'article 17 alinéa 2, selon lequel la garantie de l'assureur ne sera pas demandée si l'événement ou bien le risque est la cause d'une faute intentionnelle ou bien dolosive de l'assuré. Maintenant, les autres exclusions. Tout à l'heure, je vous ai dit que parfois, le risque peut se réaliser à grande échelle. S'il se réalise à grande échelle, cela va à l'encontre des probabilités et des statistiques qui ont été programmées par l'assureur. L'assureur n'aura pas les capacités financières pour indemniser toute la mutualité des assurés si toute la mutualité a subi des dommages, notamment par des événements de guerre. Le législateur marocain, à l'exemple du législateur français, a précisé que les faits de guerre entraînant des destructions massives de biens matériels ou des pertes de vie humaines n'est pas assurable. C'est ce que précise l'article 45, qui énonce en ces termes: l'assureur ne répond pas sauf convention contraire. Seulement ici, le législateur a précisé que les parties peuvent convenir autrement. En principe, c'est non. Mais si vous avez contracté et si cela dépend de votre volonté, oui, on peut l'accepter. Donc ce n'est pas un principe d'ordre public, comme ce que nous avons évoqué auparavant. Donc l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère.
Il appartient à l'assureur dans ce cas de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. Donc, en principe, les émeutes, la guerre civile, la guerre étrangère, les mouvements populaires qui peuvent donner lieu à des dommages pour l'assuré ne sont pas pris en charge par l'assureur, à moins s'ils ont contracté autrement. Si un événement se réalise dans un contexte d'émeute, de guerre civile, il se peut que cet événement n'est pas en rapport avec les émeutes, avec la guerre civile. Dans ce cas, il appartient à l'assuré de prouver. D'accord? De prouver que ce sinistre n'est pas en lien avec, ou bien n'a pas comme fait générateur la guerre étrangère. Aussi, il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeute ou bien de mouvements populaires, s'il veut se dégager de toute garantie. Donc, il ne s'agit pas là d'une exclusion absolue. Les parties peuvent convenir autrement. Ça veut dire qu'on respecte la volonté des parties, la volonté contractuelle des parties, si l'assureur a accepté de garantir des événements de guerre. Donc, maintenant, les exclusions conventionnelles. Nous avons dit que, à côté de ces exclusions légales, qui trouvent leur fondement dans les articles du code civil, de l'assurance, à savoir la loi 1799, les parties peuvent toujours se mettre d'accord pour exclure dans le contrat même des risques pour qu'ils soient en dehors de toute garantie. Donc, le fondement de ces exclusions conventionnelles se trouve dans l'article 17, qui précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat. Donc, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat. Donc, par cet article, le législateur a laissé une grande liberté aux parties pour délimiter le champ de la garantie ou bien pour écarter complètement un certain nombre de risques. Donc, voilà pourquoi on dit que le risque pris en charge par l'assureur doit être nettement délimité et la garantie doit être bien circonscrite. Et l'on découle 3 conséquences, 3 effets. D'abord, la détermination de l'objet du contrat dépend de la nature de la chose déclarée. Lorsque je demande les services d'un assureur, je dois déclarer la chose et toutes les caractéristiques de la chose pour laquelle je demande une garantie. Tout ce que je n'ai pas déclaré reste hors champ de la garantie, parce qu'il ne fait pas l'objet du contrat d'assurance. Deuxième effet, la concordance entre l'objet du sinistre et la définition de l'objet du contrat. Donc, l'objet du sinistre et l'objet du contrat doivent être concordants. Il ne doit pas y avoir une différence entre l'objet du sinistre et l'objet du contrat. Troisième effet, la détermination claire et précise, non équivoque bien sûr, et limitée des risques exclus. Lorsqu'on exclut des risques, il doit y avoir des expressions écrites noir sur blanc. Quels sont les risques exclus? Il ne faut jamais utiliser des expressions générales qui peuvent prêter à confusion. C'est-à-dire, il faut délimiter dans la police la garantie de tous les événements qui font l'objet de dénominations génériques
par catégorie. Est-ce que, donc, on va pas dire la détérioration de la chose. Exclusion de la détérioration de cette chose. Cette détériorisation est la suite de quoi? D'un incendie, d'un vol, bris de glace, ainsi de suite. Donc, l'exclusion doit être précise et doit être notée avec des expressions qui ne prêtent pas à confusion. Je vous donne ici l'exemple suivant. L'assurance vol ne couvre pas, sauf clause contraire, l'escroquerie, l'abus de confiance ou les vols commis par les membres de famille de l'assuré. Ça veut dire, lorsque j'ai contracté une assurance vol, vous ne pouvez pas se diriger vers l'assureur si jamais vous avez été victime d'une escroquerie. L'escroquerie n'est pas synonyme de vol pour l'assureur. Lorsque le sinistre se réalisait suite à un abus de confiance, ou bien lorsque ces vols ont été commis par les membres de la famille de l'assuré. On ne peut le considérer comme vol. D'accord? Mais ces exclusions doivent être notées noir sur blanc. Pour que l'assuré sache que si jamais il y a une escroquerie, un abus de confiance, ou bien c'est l'un de vos familles qui est assuré, qui a commis le vol, l'assureur ne sera pas tenu à présenter la garantie. C'est d'ailleurs ce que précise l'article 47 alinéa 3, qui stipule que par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendants, alliés, en ligne, directs, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. Donc, étant donné que l'assureur n'a pas la possibilité de poursuivre les membres de la famille de l'assuré, si jamais le vol a été commis par eux, donc pour lui, c'est une perte. Il n'a pas la possibilité, lorsqu'il va indemniser, de prendre la place de l'assuré pour poursuivre la vraie personne qui a commis le vol. Donc, ce qui justifie pourquoi on a la possibilité d'exclure ce genre de garantie dans le contrat même. Maintenant, ça bloque encore une fois, c'est bon. Donc, l'exclusion de certains biens ou certaines personnes peut être aussi stipulée dans le contrat. Je m'excuse s'il vous plaît. Allô? Alaykoum salam. Barakallahu fik, alhamdulillah. Donc, je m'excuse s'il vous plaît, j'avais un appel très important auquel je devais répondre parce que je prends la route vers midi. Donc, voilà pourquoi je dois terminer dans peu de temps. Donc, toujours avec les exclusions conventionnelles, je vous ai dit que parfois, on peut exclure certaines personnes ou bien certains biens du champ de la garantie. Donc, aussi, on a la possibilité d'exclure de la garantie en cas de non-respect d'une mesure de prévention. Exemple, moi, vous vous êtes dirigé vers moi en tant qu'assureur pour s'assurer contre l'incendie. Mais pour s'assurer contre l'incendie, je vous ai imposé aussi, comme assureur, de préparer votre usine en achetant des équipements pour lutter contre les incendies, des extincteurs par exemple. Donc, certes, je présente une garantie contre l'incendie, mais il faut que vous m'aidez. Vous devez préparer des mesures de prévention pour que le feu ne se déclenche pas. Il faut, par exemple, je vous ai imposé sinon la prime va augmenter. Donc, si je vous propose une garantie contre l'incendie pour une prime
qui est généralement présenté avec un prix qui est abordable, c'est parce que vous m'avez promis d'installer des équipements qui luttent contre l'incendie afin que l'incendie ne se propage pas dans toutes les unes si jamais il se déclenche. Donc, dans ce cas, si vous ne respectez pas ces mesures de prévention, je ne serai pas tenu de présenter la garantie promise. Donc, je vous ai expliqué d'une manière brève. J'espère que vous avez compris. Donc, l'intérêt de ces stipulations, c'est quoi? Ils permettent à l'assureur de se dégager de toute obligation envers l'assuré, comme j'ai toujours présenté. Ces stipulations, ça veut dire ces exclusions conventionnelles, restent opposables à tous, que ce soit pour l'assureur, pour l'assuré, pour les tierces victimes ou bien pour les bénéficiaires. Ça veut dire, si je vous ai présenté une garantie incendie et vous n'avez pas respecté les mesures de prévention sur lesquelles nous nous sommes convenus, ne me demandez pas d'indemniser des victimes qui ont subi des brûlures sur leur peau suite au déclenchement de cet incendie. Mais ni toi, ni les tierces victimes, ni les bénéficiaires ne seront indemnisés. Parce que vous, en tant qu'assuré, vous n'avez pas respecté une de vos obligations. D'accord? Une prévention. Ou bien nous avons tout simplement exclu dès le départ, vous vous êtes mis d'accord avec moi, dès le départ que nous allons exclure du champ de la garantie ce genre de personnes. Donc, dérogation maintenant. Et une opposabilité aux tierces victimes d'accidents de la circulation. Vous ne pouvez pas exclure dans votre contrat d'assurance les tierces victimes d'accidents de la circulation. Certes, moi, je peux ne pas bénéficier, mais les tierces, si le législateur a précisé que l'assurance de circulation de voitures est une assurance obligatoire, c'est justement pour garantir les droits de ces victimes d'accidents. Donc, vous ne pouvez pas me dire en tant qu'assureur que si jamais vous allez toucher quelqu'un, c'est vous qui serez responsable et c'est toi en tant qu'assuré qui doit indemniser la victime. Non. Vous ne pouvez pas exclure ce genre. Vous ne pouvez pas présenter dans le contrat et stipuler dans le contrat ce genre de stipulation. Vous êtes tenu en tant qu'assureur d'indemniser la victime. C'est ce que précise l'article 125. Les déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leur ayant droit. Dans ce cas, l'assureur procède au règlement de l'indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre ce dernier une action au remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées et mises en réserve à sa place. Ça veut dire, si jamais, suite à un accident de circulation, vous, en tant qu'assuré, vous êtes responsable, et vous êtes responsable parce que vous avez commis une faute intentionnelle. Exemple, vous avez brûlé un feu rouge et vous étiez responsable de cet accident qu'a subi et de ce choc énorme qu'a subi, de cette invalidité qu'a subi la victime. Donc, l'assureur est tenu d'indemniser la victime. Et elle a le droit de se retourner contre moi parce que j'ai commis une faute intentionnelle. D'accord? Donc, l'opposabilité aux tierces victimes ou la ayant droit sera fondée chaque fois que l'assuré ne procède pas au paiement de la prime ou bien de la cotisation. Donc, je vous remercie de votre attention. Je ne vais pas recevoir vos questions. Vous allez m'excuser parce que je dois partir maintenant. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par écrit comme l'a fait l'une de vos camarades qui s'appelle Nouhaila. Donc, je peux vous répondre sur le champ. Donc, à très bientôt. Bonne fin d'année. Protégez-vous contre le virus, bien sûr. Ne faites pas des fêtes à grande échelle. Donc, on se revoit en 2021, Inch'Allah. Bonne année.